La disparition de Sophie Le Tan, on en parle donc ce soir. On est en direct d'ailleurs depuis l'Alsace pour refaire les faits. Vous avez entendu Rachid, il y a un homme de 58 ans mis en examen pour l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat de cette jeune étudiante. Elle est introuvable depuis maintenant 13 jours. Sophie Le Tan, 20 ans. Elle a rencontré cet homme déjà mis en examen, croyant visiter un appartement à louer près de Strasbourg. Et un deuxième ADN a été retrouvé au domicile de Jean-Marc Reiser. Johanna Giglia, vous êtes sur place pour BFM TV. Les espoirs sont minces, mais les enquêteurs continuent de rechercher activement Sophie Le Tan. En parallèle, des battues citoyennes se sont tenues aujourd'hui. Absolument. Alors très rapidement, après l'annonce de la disparition de la jeune étudiante de 20 ans, les habitants se sont mobilisés pour la retrouver. Et une deuxième battue citoyenne s'est déroulée aujourd'hui dans la ville de Bischheim. Ça se trouve à quelques kilomètres de l'endroit où elle a disparu, où on n'a plus de nouvelles d'elle depuis qu'elle devait visiter un appartement. Alors il y avait plusieurs dizaines de personnes, des habitants de Strasbourg et des alentours, la famille de Sophie Le Tan, qui a également participé à cette battue citoyenne en fin d'après-midi. Alors c'est une zone où il y a un lac avec autour de larges zones boisées, donc beaucoup d'endroits pour trouver des éléments, des vêtements. Tous les bénévoles scrutaient vraiment tout ce qu'ils pouvaient trouver. Alors parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de choses en fait à ratisser, beaucoup de zones. Deux autres battues sont organisées ce samedi et ce dimanche dans le même secteur. Et évidemment, l'émotion elle est très forte dans le quartier de la jeune étudiante. Absolument, les habitants ici ne parlent que de cela. Alors ils se rassemblent ici par petits groupes le soir pour pouvoir se consoler parce qu'ils sont très touchés, très affectés. Et certains s'en veulent même de ne rien avoir vu, rien entendu qui pourrait faire avancer l'enquête. Alors la famille de Sophie Le Tan est venue ici parce que c'est à cet endroit qu'elle devait visiter un appartement. Et ce qui a beaucoup touché les habitants, c'est que l'après-midi même, elle devait fêter son anniversaire avec ses proches. Alors des habitants qui ont installé, comme vous le voyez ici, des photos avec des fleurs et des bougies. Des feuilles blanches sont également mises à disposition pour tous les habitants qui voudraient inscrire un mot en soutien à la famille. La famille qui a décidé pour l'instant, en tout cas, de ne pas s'exprimer. Une cagnotte a été mise en ligne pour les aider à payer un avocat. Johanna Giglia en direct en Alsace avec Nassim Gomri pour BFM TV. Merci à vous, Dominique Rizet, Michel Bernard Requin, Maître Florence Roys, Jacques Morel. Merci d'être là, tous les quatre. Revenons sur les derniers faits avec vous, Dominique Rizet. Il s'appelle Jean-Marc Reiser. Il est soupçonné d'avoir tendu en quelque sorte un piège fatal à cette jeune fille. Et peut-être d'autres avant elle auraient pu en être victimes. Absolument, un piège intelligent. Il avait mis un appartement en location. D'autres femmes se sont présentées, accompagnées d'hommes. Donc il n'a pas répondu au téléphone et quand une femme seule est arrivée, c'était Sophie Le Tan, il l'a visiblement laissé, en tout cas approcher, entrer chez lui puisqu'on y retrouve son ADN, visiblement des traces de sang qui ont été lavées avec de l'eau de Javel, qui apparaissent au luminol et puis on retrouve en plus de l'ADN de Sophie Le Tan, dont on est sûr maintenant qu'elle est entrée dans cet appartement, un autre ADN féminin. Voilà. Il y a plusieurs choses chez cet homme. Il y a un individu avec un passé assez dense, déjà des condamnations à 2 reprises. Absolument, un criminel sexuel déjà condamné à 15 ans de prison pour avoir violé une autostoppeuse qui s'appelait Linda, une Allemande, en 1995 et qui a été acquitté. Ce procès c'était en 2001, il était acquitté la même année en 2001 pour un viol, la disparition d'une femme, qui était une représentante de commerce et qui s'est présentée chez lui au mois de septembre 1987. Il était son dernier rendez-vous. Après ça, on ne l'a plus jamais revu. Donc, il a été jugé en 1981 devant une cour d'assises pour cette affaire. Et il a été acquitté. Acquitté, absolument, parce que les faits n'étaient pas suffisamment... il n'y avait pas suffisamment de preuves, de toute évidence. Et c'est une affaire qui rappelle beaucoup de choses donc aux enquêteurs. À l'heure actuelle, Michel Bernard Requin... 1987, c'est pas hier, c'était il y a 31 ans. Oui, on peut faire comme ça le rapprochement? On peut en tout cas découvrir que cet homme, aujourd'hui âgé de 58 ans, il y a 31 ans, a été soupçonné. Cela dit, autorité de la chose jugée, la décision d'acquittement ne peut en aucun cas être remise en cause. C'est terminé, le dossier est archivé, on ne peut rien faire. En revanche, on s'aperçoit qu'une dizaine d'années après, en 1995, il y a une autostoppeuse allemande sous la menace d'une arme qui fait l'objet d'un viol. Tout ce que je dis là, je le tiens du communiqué extrêmement complet, serein,
et précis du procureur de la République de Strasbourg qui s'est très bien exprimé et qui a répondu à beaucoup de questions. Et donc, en 95, viol avec arme d'une autostoppeuse allemande. Et puis en 96, d'autres viols sur sa compagne, d'ailleurs, qu'il aurait filmé, qu'il aurait drogué, je crois. Enfin, en tout cas, deux autres viols. Là, il a une condamnation, il fait appel. Il est condamné en cour d'appel à 15 ans de réclusion criminelle. Absolument. Et avec un arsenal aussi assez costaud qui avait été retrouvé à cette époque-là dans son coffre avec armes de poing, photos, etc. Ça donnait vraiment le schéma, la construction d'un individu à la personnalité et une drogue. Et une drogue. Et une drogue. Oui, c'était l'un des tristes précurseurs du GHB, la drogue du viol. La drogue du viol. Alors, Jacques Morel, il y a une chose là, maintenant les enquêteurs, la police judiciaire de Strasbourg, elle a décidé de se mettre en commun avec l'Office central pour la répression des violences aux personnes, chargé d'explorer de fait tous les cas de disparition dans les alentours avec des similitudes, des profils de jeunes filles, etc. Parce que forcément, on se dit que c'est peut-être révélateur d'autre chose. Ben, je pense que c'est dans cet office central de la police judiciaire que sont centralisés tous les dossiers non solutionnés. Malheureusement, il y en a toujours beaucoup trop. Bon. L'occasion de trouver quelqu'un qui a le profil d'assassin et chez lequel on retrouve 2 ADN féminins dont l'un correspond à celui de la victime. Bien entendu, si dans des dossiers non solutionnés, il y a des ADN de comparaison, l'OCRVP va se lancer là-dessus et on peut attendre des bons résultats si ces supports ont été bien conservés. Maître Roas, Florence Roas, vous êtes pénaliste. Là, pour l'instant, cet individu qui est mis en examen est mutique, ou quasiment. Il ne dit rien, il peut comme ça rester silencieux. Alors c'est son droit, hein, le droit au silence. Il est en garde à vue depuis lundi soir. Voilà, son droit au silence. Donc il a le droit de se taire pendant la garde à vue, au moment du premier interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction. Il a été mis en examen, manifestement il se tait. Voilà, c'est son droit le plus strict. Son droit le plus strict. Et non seulement c'est son droit le plus strict, mais il peut se taire jusqu'au bout. Et je rappelle qu'à chaque stade de la procédure, pendant la garde à vue, les enquêteurs, pendant l'instruction, le juge, et pendant les audiences, les magistrats de l'audience de jugement doivent lui rappeler qu'il a le droit de se taire, et il a le droit de se taire, il a le droit de mentir. Ouais. En France, la personne incriminée ne prête pas serment. Par conséquent, il peut dire une vérité, une autre, une troisième. Il peut mentir, il peut se taire, il a une très grande latitude sur ce... Cela dit, s'il va un jour devant une cour d'assises, les jurés tiendront compte des variations de discours dans leur esprit. Évidemment. S'il va devant une cour d'assises. Et le silence qu'il observerait ne l'empêchera pas d'être condamné. Bien entendu. Si les jurés, le président de la cour pas de corps, et silence, on peut néanmoins effectivement avoir une condamnation. Bien sûr, on peut avoir des éléments. Oui. Alors du coup, je reviens vers vous, Maître Roas, parce que là, sur le plan de la procédure, non, mais c'est très bien, au contraire, c'est comme ça qu'on aime les plateaux. Complet, voilà. Garde à vue depuis lundi soir. Oui. Comment ça va se passer là, concrètement, dans les prochaines heures, prochains jours? Eh bien, il va être déféré, présenté à un juge d'instruction, mis en examen. Donc, il peut continuer à se taire, présenté devant le juge des libertés de la détention. Alors, a priori, pour l'instant, il n'a pas d'avocat, de ce que je sais. Ouais. Est-ce qu'il va continuer à ne pas désigner d'avocat ou probablement qu'on va lui en désigner un d'office? Il peut accepter, il peut refuser. Voilà, tous les cas de figure. Mais compte tenu de son passif, j'allais dire, qu'on a su en 2003 15 ans de réclusion criminelle, c'est une détention provisoire, ce vers quoi on se dirige ou alors pas nécessairement c'est un peu complexe à dire, eu égard au fait qu'on ne connaît pas le dossier. Le dossier, bien sûr. Bon, c'est pas sur un passé judiciaire qu'on peut déterminer si quelqu'un a effectivement commis ou pas, ou est-ce qu'il y a des soupçons. Le passé, ça reste le passé. Surtout nous, au niveau des droits de la défense, c'est fondamental pour nous. On ne peut pas se fonder. Ce sont des éléments dont effectivement la justice tiendra compte. C'est vrai que ça donne aussi une lumière au dossier, mais ce n'est pas suffisant. C'est juste un commencement. C'est juste un commencement. Vous avez raison, mais il faut savoir que les critères de la détention provisoire sont notamment de ne pas nuire à la recherche de la vérité. Et dans la mesure où il ne s'est pas exprimé du tout, c'est une raison qui peut faire
constituer un des motifs de détention provisoire, c'est le fait qu'il n'ait pas parlé jusqu'ici. On va aller sur son profil avec vous, Dominique Rizet, dans une seconde. Jacques Morel, sur le plan de l'enquête et du travail des enquêteurs, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Là, on a entendu battue citoyenne, les enquêteurs évidemment qui foutent tout au peigne fin. Son domicile a été passé au peigne fin. Un deuxième ADN a été retrouvé, l'ADN d'une jeune femme également. Il y a des écoutes téléphoniques, on fouille son passé, son ordinateur, évidemment enquête de voisinage. Comment ça se passe Tout à exactement? fait. Exploitation de toutes les vidéos qui peuvent paraître judicieuses autour du domicile où on a retrouvé cet ADN, puisque ça veut dire que la jeune femme, elle est bien passée là, parce que là, on est en train de discuter, si vous voulez, de sa culpabilité. Il dit rien et on retrouve l'ADN de la femme dans l'appartement. Donc de toute façon, même s'il dit rien, il y a largement les éléments pour les magistrats pour le placer sous écrou, quoi, hein, parce que il s'explique pas sur la raison de... Et même s'il s'expliquait, si vous voulez, comme la jeune femme a disparu, tant qu'il ne donnera pas d'explication sur ce qui s'est passé. Et si vous m'y autorisez, j'ajoute qu'en également. l'an 2000, Bernard Roca. il a été condamné en l'an 2000, toujours grâce au communiqué du procureur de la République que nous avons tous entendu, pour avoir tenté de s'enfuir du palais de justice De Besançon. à 8 mois d'emprisonnement à l'occasion d'une demande, je crois, d'examen de mise en liberté. Exactement. Donc cette tentative de fuite, même si elle remonte, pardon maître, c'est un peu décourageant pour la défense. Non, c'est pas du tout décourageant. Mais moi, ce que je constate, en revanche, c'est qu'on a ici le point de vue à la fois du magistrat, le point de vue du gendarme. Voilà. L'enquête, le gendarme, le magistrat, le point de vue de l'avocat et des droits de la bien sûr. défense est tout autre. Parce que c'est pas parce qu'on a un passé judiciaire, c'est pas parce qu'on retrouve un ADN qu'il faut tirer des conclusions hâtives. On a Voilà. deux Et on ADN le qui ont sait, été et on le sait, retrouvés il y a quand eu même au d'autres. domicile. Oui, mais il y a deux ADN, effectivement. Il y a Deux, celui désormais, de la jeune femme, mais d'une autre Celui de Sophie jeune femme. Lotane et désormais Voilà. une deuxième jeune Donc femme. ça, Exactement. bon, il faudra vraiment que l'enquête avance beaucoup plus pour tirer des enseignements et des conclusions qui, à mon sens, à l'heure qu'il est, sont extrêmement hâtives. Bon, néanmoins, Dominique Rizet, il y a un profil. Il y a le profil d'un homme, malgré tout, déjà condamné, donc, et puis Absolument. qui pose question. Ben, écoutez, on a envie de... Cet homme, il a déjà eu affaire à la justice, Ah. il a déjà comparu devant une cour d'assises, il a déjà été mis en examen, placé en garde à vue plusieurs fois pour cette affaire d'enlèvement, cette affaire de disparition, ces affaires, vous l'avez rappelé, Michel, de viol sur sa compagne. C'est quelqu'un qui est aguerri, c'est quelqu'un qui sait comment se passe une garde à vue, c'est quelqu'un qui connaît ses droits, donc qui sait qu'il a droit au silence, qui sait très bien ce qu'il attend, puisqu'on a retrouvé, Jacques Morel, le général Morel l'a dit, un ADN chez lui. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a suivi les cours de l'IRA, c'est l'Institut régional d'administration de Bastia en Corse. Donc voilà, fils de forestier, quelqu'un qui connaît bien. Un homme instruit, qui travaillait encore récemment, oui, un mais homme de instruit, toute évidence qui faisait peur quand même à son entourage, ou en tout cas à son entourage professionnel. Un mystère, un taiseux, quelqu'un que ses voisins décrivent comme un solitaire, quelqu'un qui ne parle pas, qui n'adresse la parole à personne, et puis quelqu'un, je termine juste là-dessus, sur son profil, son père était un forestier, il connaît parfaitement les forêts de la région, il allait s'y promener beaucoup, c'est un solitaire, donc voilà le personnage auquel ont affaire les enquêteurs et qui ne va pas être quelqu'un de facile à travailler. Écoutez justement son ancien avocat qui s'exprime sur son ancienne avocate des victimes, sur le profil de cet homme. Je pense qu'il est effectivement machiavélique, effectivement manipulateur, il peut être séducteur et il a un objectif qui est celui qu'avait décrit d'ailleurs ma cliente, qui est d'aller jusqu'au bout de la destruction. Et c'est ce qu'elle avait senti. Et lorsque j'entends Sarah Lou Cohen indiquer qu'il y avait un mode opératoire selon lequel il passait des petites annonces, donc il avait construit toute une histoire, tout un traquenard finalement. Ça vous rappelle l'homme que vous avez connu n'a pas changé. Exactement. Et c'est ce que disait mot pour mot ma cliente il y a 20 ans. Ça fait penser au profil d'un serial killer. Le mot serial killer et la notion de serial killer n'existent pas en droit français. D'accord. Bon, alors, de tueurs en série, pardonnez-moi. Tous récidivistes. Je ne parlais pas du fait d'utiliser la langue anglaise ou la langue française. Cela dit, il est quand même clair que la nature des deux crimes pour lesquels il a été définitivement condamné à 15 ans de réclusion criminelle sera prise en compte. C'est impossible de ne pas le faire. C'est vrai qu'on a tendance à
à se rapprocher, en tout cas à imaginer qu'on peut avoir un tueur en série, maître. Oui, mais vous savez, les choses sont beaucoup plus complexes que cela et nous le savons, et vous le savez, Madame le Président, et vous le savez, Monsieur, c'est qu'au fond, on a des éléments comme ça de prime abord et au cours d'une enquête, au cours d'une instruction, tout évolue. Et c'est facile comme ça de tirer des conclusions hâtives. C'est vrai que c'est un peu une tentation. On regarde certaines informations, on regarde un casier judiciaire. C'est pas n'importe quelles informations. Oui, mais vous savez, les choses, elles peuvent être extrêmement surprenantes. Et on l'a vu dans le passé, dans des faits divers qui ont défrayé la chronique, dont on a parlé ici. Il y a vraiment des évolutions quelquefois et des retournements de situation qui sont surprenants. Jacques Morel, alors du coup, général, comment on travaille sur ces profils-là, si on peut parler de profil, mais en tout cas, on a quand même quelque chose qui se dessine de plus en plus. Pour rebondir quand même sur ce que dit Maître, là, bon, son passé, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais à partir du moment où l'ADN de la personne disparue se trouve dans son appartement, et qui ne donne pas une explication comme quoi c'était elle qui faisait le ménage chez lui ou c'était une copine à lui. S'il y avait une explication simple, il l'aurait donnée. Il n'y a pas d'explication. Avec ça, je pense que son compte est bon. Hein. À charge, il y a ça. Il y a cette histoire d'ADN retrouvée de sang. De sang de dans sang. son appartement, de sang et d'ADN donc de la jeune disparue. Et puis, il y a aussi le fait qu'il utilisait une carte prépayée, un téléphone prépayé, et que ce téléphone, c'est celui qui correspondait à la petite annonce pour laquelle se sont présentées donc 3 jeunes filles accompagnées d'hommes. Il a vu ça depuis sa fenêtre, visiblement, et il n'est pas descendu. Et une 4e jeune femme qui semble être cette jeune femme. Et là, il est descendu en tout cas, on retrouve l'ADN de cette femme chez lui. C'est vrai que ça fait des éléments qui sont dérangeants pour lui quand on rajoute son passé. Mais bon, vous parlez comme parle l'avocat, et c'est très bien. Oui, c'est la présomption d'innocence. C'est les points de vue dont on a besoin. Et on la rappelle, sa présomption d'innocence. C'est fondamental. Une toute petite précision. Au départ, c'était enlèvement-séquestration. Absolument. Et c'est après la découverte de l'ADN que la procureure de la République a décidé de rajouter par un supplétif la notion d'assassinat, c'est-à-dire homicide avec préméditation. Oui, mais la qualification, elle pourra évoluer aussi au cours de l'instruction. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas d'être venu en discuter sur ce plateau.